You either die a hero, or you live long enough to see yourself become the villain. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo du Pandémonium. Après vous avoir teasé cet épisode pendant l'épisode du Bestiaire Fantastique sur les apôtres et surtout après avoir eu quand même un certain nombre de demandes me demandant de parler à nouveau de Berserk ou de ce sujet-là, nous allons enfin pouvoir aborder le sujet de Zod l'Immortel, l'apôtre de Griffiths. Dans cette vidéo, comme tous les pandémoniums et comme tous les panthéons des héros, nous allons évidemment passer par une partie biographie du personnage. Alors évidemment, Berserk c'est un petit peu particulier parce que comme vous le savez, le manga ne sera probablement jamais fini. Donc on va devoir s'arrêter sur un espèce de suspense. Et passer ensuite du coup sur le côté analyse du personnage, que je vais coupler cette fois avec l'analyse de quelqu'un d'autre, comme j'ai fait avec Griffiths, parce que à vrai dire il y a beaucoup à dire en vrai sur Zod et une petite analyse intéressante à faire sur lui, donc c'est un petit peu le plan de la vidéo. La première fois que l'on fait la rencontre de Zod l'Immortel durant les aventures de Guts au sein de la troupe du Faucon, c'est pendant l'une des batailles opposant les Tudors aux armées du Midland. À cette époque-là, l'apôtre avait déjà une certaine réputation, ayant gagné le titre de Nosferatu, de par son physique et sa force incroyable. Il offrit ses services au roi Tudor pour aider durant la guerre face aux Midlands, et alors qu'il défendait un bastion Tudor, il fit la rencontre de Guts au service du Midland. Ce dernier s'engagea immédiatement dans un combat face à l'apôtre après avoir compris que Zod avait massacré une bonne partie de ses hommes. Les deux guerriers se battirent violemment, Zod s'amusant presque de Guts, reconnaissant malgré tout ses grandes capacités d'épéiste. Après avoir parié sa vie sur un seul coup d'épée, l'épéiste noir réussit enfin à blesser l'apôtre en lui assénant un coup dans l'épaule droite. Comme pour féliciter Guts de sa force, il lui révéla sa réelle apparence d'apôtre, une sorte d'énorme taureau extrêmement musclé. Guts était en effet la première personne à avoir réussi à le blesser en 300 ans, et pour montrer qu'il reconnaissait sa force, Zod décida de se battre avec sa puissance maximale. Après que Guts ait été blessé violemment par l'apôtre, Griffiths fit son apparition pour aider son ami, accompagné d'autres soldats de la troupe du Faucon, qui furent exterminés rapidement, ne laissant face aux monstres que Guts et Griffiths. Les deux hommes réussirent à blesser davantage Zod, qui propulsa Griffiths contre une colonne, le faisant tomber dans les pommes. Alors qu'il s'apprêtait à achever le Faucon blanc, l'apôtre vit pendre à son cou le béryl pourpre, l'œuf du roi. Comprenant à quoi cela correspondait et ce que cela signifiait, il décida de l'épargner et de partir, en ne manquant pas évidemment de prévenir Guts de l'avenir funèbre qui l'attendait. Un peu plus tard, alors que Guts est en duel face à Boscone, Zod refait son apparition pour regarder l'épéiste noir se battre. Alors que Guts se retrouve sans armes face au général après que son épée se soit brisée dans l'affrontement, Zod décide d'intervenir en faveur de l'homme en lui jetant une épée à ses pieds. Une fois qu'il eut constaté la victoire de Guts qu'il semblait observer pour sa force, il décida de repartir. Après que la troupe du Faucon ait libéré Griffiths de sa captivité, ils furent attaqués par l'apôtre Viald qui décida de prendre en otage le Faucon blanc, lui demandant d'activer son Béhérit. Zod refit son apparition pour empêcher l'apôtre de tuer Griffiths qui ne possédait pas l'artefact dans sa possession. Il le combattit et le tua, affirmant qu'il allait à l'encontre de la volonté de la main de Dieu, et il laissa repartir l'homme blessé. Zod affirma avant de partir que tout prendrait sens bientôt et que Griffiths ne devait pas s'inquiéter, assurant que le Béryl pourpre saurait retrouver son chemin jusqu'à lui pour l'éclipse. Ce qu'avait prédit Zod se réalisa finalement très vite, et alors que Griffiths tentait de se suicider, il activa le Béhérit et au même moment l'éclipse. Contrairement aux autres apôtres, Zod ne vit aucun intérêt à participer au meurtre et au viol, et il préféra attendre devant le point de jonction entre le monde réel et l'éclipse, l'arrivée du Skull Knight. Le chevalier squelette finit par faire son apparition, souhaitant interrompre l'éclipse et éviter la naissance d'un nouveau dieu. L'affrontement entre les deux créatures fut intense, mais il se conclua cependant par la défaite de Zod, qui fut contraint de laisser passer le Skull Knight. Ce dernier réussit à ressortir en portant avec lui Casca et Guts vivants, ce qui impressionna fortement Zod, qui accepta de repousser son affrontement avec le Skull Knight, qui put emmener en sécurité les survivants de l'éclipse. C'est à ce moment-là que l'on comprend que le Skull Knight et Zod semblent entretenir une relation de longue durée, et que ce n'était pas la première fois qu'ils s'affrontaient car un respect mutuel existait.
2 ans après l'éclipse, Zod commença fortement à s'ennuyer, ne trouvant plus aucun adversaire à sa hauteur depuis sa rencontre avec Guts ou même depuis son affrontement avec le Skull Knight. Il eut alors une vision dans laquelle il se retrouva face à un immense faucon blanc qui, alors qu'il essayait de l'attaquer, lui coupa l'une de ses cornes et lui demanda de voyager jusqu'à Albion pour le servir. Zod obéit immédiatement à sa vision et durant la destruction de la ville, il se retrouva face à Griffiths, Femto, membre de la main de Dieu réincarné. L'apôtre s'inclina devant son nouveau maître, le promettant en silence de le servir, et comme première action, il tua les troupes Kushan en portant le faucon blanc sur son dos. Quelque temps plus tard, Zod amena Griffiths sur la colline aux épées à la rencontre de Guts. Ce dernier s'élança immédiatement pour combattre le faucon blanc qu'il revoyait pour la première fois depuis l'éclipse, mais il fut intercepté par l'apôtre qui eut enfin la possibilité d'affronter l'épéiste noir. Le combat fut à nouveau extrêmement violent, Guts ayant pris en technique et en force depuis la dernière fois, et Zod se donnant au maximum de sa force avec son apparence d'apôtre. Les cavernes aux alentours furent détruites et Griffiths fut celui qui arrêta le combat, partant sur le dos de Zod en volant. Au service de Griffiths, Zod combattit aux côtés de la nouvelle troupe du Faucon, les troupes Kushan, à de nombreuses reprises. Il fut par la suite envoyé avec d'autres apôtres pour tuer la sorcière Flora, et à cette occasion, Zod affronta à nouveau le Skull Knight alors que Guts enfilait l'armure du Berserker. Le Skull Knight et Zod eurent alors un échange à ce sujet-là, laissant à nouveau sous-entendre qu'ils se connaissaient depuis longtemps et surtout que Zod savait qui était le Skull Knight dans le passé avant de passer son armure squelettique. Face à la violence de Guts en possession de l'armure, les deux guerriers décidèrent de cesser leur combat pour savoir comment l'homme dompterait l'armure. La troupe de Guts réussit à s'enfuir et ils ne se revirent qu'à Vritannis face à l'apôtre Ganishka. Guts et Zod furent contraints de s'allier pour combattre l'apôtre, qui représentait à ce moment-là une menace immense et commune pour les deux hommes. Cependant, leurs forces réunies ne furent pas suffisantes et Guts fut contraint de fuir, renonçant à son envie de battre Griffiths pour le bien de Casca. Zod revint plus tard avec Griffiths sur son dos pour battre Ganishka, sa défaite entraînant l'émergence du monde astral dans le monde réel. Après l'émergence de la cité de Falconia, la ville de Griffiths, Zod s'en alla combattre avec Grumble, le géant Jotnar. Les apôtres du Faucon Blanc revinrent finalement triomphants à la cité une fois avoir battu l'hydre envoyé par le géant. C'est là que s'arrête malheureusement le récit de Zod par les écrits de Miura. On sait évidemment que maintenant c'est assez délicat d'avoir la suite parce qu'on n'a pas, je crois, trop d'infos sur qui va reprendre, si ça va être repris ou pas. Petite parenthèse pour ma part, si ça s'arrête sur le dernier chapitre avec cette dernière page, je serais pleinement satisfaite. Donc c'est une fin en soi. Du coup on a fini le résumé de son histoire, de ce qu'on sait, donc on va pouvoir passer à la partie analyse du personnage. Pour l'analyse de Zod, ce qu'il faut savoir c'est que je vais m'aider d'un compte Tumblr que je vais vous écrire ici, parce qu'il est un peu compliqué à dire donc je préfère l'écrire que de le dire. Couplé à ma propre analyse, je vais d'abord faire ce qu'elle en a pensé ou qu'il en a pensé et ce que moi j'en ai pensé ensuite. Mais ce qu'il est important de retenir c'est que Zod au final est très dur à analyser en oubliant et en mettant de côté Guts parce qu'ils sont relativement indissociables. Zod est le seul apôtre que l'on rencontre qui semble estimer profondément son adversaire si celui-ci est à la hauteur, ne le prenant jamais en traître et préférant repousser un combat plutôt que de ne pas avoir la possibilité de le faire pleinement comme ce fut le cas avec le Skull Knight ou Guts. Il semble avoir un honneur et une noblesse de combat importante et il ne semble pas se nourrir de viande humaine contrairement aux autres apôtres. Par ailleurs, on peut remarquer qu'il est très similaire à Guts sur sa manière de combattre, sa soif de sang et son respect de l'adversaire. Et ce n'est évidemment pas le seul aspect similaire entre Guts et Zod. Avant de rejoindre Griffiths, Zod était très similaire à ce que Guts était avant la troupe du Faucon. Il passait son temps à se battre, ne semblait trouver une réelle volonté de vivre que dans le combat, et ne s'attachait à personne ni à aucun endroit. On peut finalement se dire que si Guts n'avait pas fait la rencontre de Griffiths, il aurait pu finir comme Zod, las de tout. Et à l'opposé, Zod représente aussi ce que Guts aurait pu être s'il était resté dans la troupe du Faucon après l'ascension de Griffiths en tant que Femto. Un parallèle peut en effet être fait dès le début sur la manière dont Zod se met au service du Faucon Blanc. En effet, lorsque Zod se retrouve face au Faucon de Lumière dans sa vision, l'apôtre l'attaque et se retrouve battu en une seule attaque de Griffiths, le poussant à s'agenouiller devant lui pour prouver sa servitude. Cela n'est évidemment pas sans rappeler la manière dont Guts se retrouve emmené lui-même dans la troupe du Faucon, la défaite en une attaque étant la similarité la plus importante. Et non similaritude.
Pour encore plus accentuer le parallèle entre Guts et Zod, on peut constater que ce dernier prend au sein de la nouvelle troupe du Faucon la place de main droite de Griffiths, place occupée auparavant par l'épéiste noir avant son départ. Il est important de relever que Zod est d'une certaine manière, et peu importe le chemin actuel, ce que Guts aurait pu être s'il n'avait pas vécu ce qu'il avait vécu. Pour ma part, je trouve évidemment très intéressant le personnage de Zod et surtout son rapport avec Guts, du fait qu'il ait ce respect très important pour un adversaire qui est capable de le faire galérer, on va dire en combat pour parler un petit peu de manière familière, et il a surtout ce respect très important par rapport à ses techniques, à ce qu'il sait, à son vécu, mais ce que je trouve encore plus important et intéressant en fin de compte, c'est la relation entre Zod et le Skull Knight. En effet, comme je vous l'ai expliqué un petit peu plus tôt dans la vidéo, Zod semble en final connaître le Skull Knight depuis bien longtemps, bien avant même qu'il soit devenu le Skull Knight, et ça c'est un élément qui est très intéressant parce qu'au final on a très peu d'informations sur le Skull Knight. On en avait eu quelques-unes dans les derniers chapitres, notamment sur ce qu'il était avant, potentiellement un sacrifice comme Guts ou quelqu'un qui a sacrifié, enfin c'est très dur à comprendre ce qu'est le Skull Knight, et Zod est une piste pour comprendre le Skull Knight, et ça fait que du coup j'aime beaucoup cette relation qu'ils ont à nouveau de fort respect l'un envers l'autre, parce que ça vient également du Skull Knight ce respect, et c'est un peu une piste pour essayer de comprendre cet autre personnage. Je trouve ça intéressant d'avoir ce personnage là de Zod qui nous sert à comprendre un autre personnage. Et dernière petite info qui est quand même très intéressante je trouve, c'est que bien que Zod à mon avis ait tenté à de nombreuses reprises de tuer le Skull Knight, il a toujours été souvent dépassé par la puissance de ce dernier qui a un niveau supérieur à lui, mais à chaque fois, malgré qu'il ait battu à plusieurs reprises semble-t-il au moins avant l'éclipse Zod, le Skull Knight n'a jamais pu se résoudre à le tuer. Ce qui montre déjà potentiellement que le Skull Knight n'est pas quelqu'un qui court après la mort, on va dire, même s'il ne semblait pas avoir de scrupules à tuer d'autres apôtres et potentiellement même la main de Dieu. Mais du coup ça montre surtout que le Skull Knight a potentiellement une relation très particulière avec Zod, et à défaut d'avoir une relation d'avant ce qu'il est, au moins un respect très important pour lui. Donc c'est en ça que j'aime beaucoup ces deux personnages là, et surtout Zod, couplé à l'analyse du coup de la personne un peu plus tôt dans la vidéo que j'ai beaucoup apprécié, sinon je vous l'aurais pas présenté. C'est vraiment, pour moi Zod est un perso très intéressant. Du coup, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, je sais que vous appréciez vraiment tout particulièrement les vidéos Berserk. Je m'étais dit que ça faisait un petit moment, donc c'était l'occasion de reparler d'un personnage. J'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, à partager la vidéo, à faire d'autres recommandations pour les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao ciao.